Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Toulon dans le cadre des assises que vous organisez. Quel était l'objectif de ces assises? C'est de commencer à montrer en quoi consiste cette économie de la mer dont je parle très souvent dans mes discours, mais qui ne retient jamais l'attention de la scène politique, on va dire. C'est l'endroit où ont lieu les débats. Ça n'a l'air de passionner personne et pourtant c'est un sujet fondamental qui est assez bien compris de tous ceux qui participent à ce genre de réunion, sont nombreux, attentifs. Donc on a commencé à expliquer en quoi consistait concrètement l'idée du projet éco-socialiste. C'est des mots, bon, changer la méthode de production, de répartition de la richesse et les process de production. Par quel bout on attrape le problème? Puis c'est pas tout de faire des mots, par exemple dire nous allons changer les sources d'énergie. Bon, très bien, comment on fait? Où? Avec quels moyens, quelle méthode? On peut dire nous allons sortir des énergies carbonées. Tout le monde me dit oui à chaque fois. Personne ne me dit jamais non. Alors je me dis, mais comment ça se fait qu'ils trouvent ça si naturel? Alors peut-être que les gens se disent, ah oui, oui, Mélenchon a raison, il faut sortir des énergies carbonées, on va mettre des voitures électriques à la place des voitures à essence. Oui, oui, le moteur électrique, ça marche mieux qu'un moteur à essence, mais 1 million de voitures électriques égale une centrale nucléaire. On va dire à la fois qu'il faut qu'on arrête avec le nucléaire et demander des voitures électriques. Donc il faut trouver d'autres sources d'énergie, vous voyez? Alors on en connaît quelques-unes, mais beaucoup, et la plus grande, la plus gratuite, la plus abondante et l'inépuisable, c'est le mouvement de la mer, qui représente 80 fois les besoins énergétiques de l'humanité. Donc ça va. Je prends cet exemple, mais après il y a un autre domaine. Nous allons être 9 milliards, il faut nourrir. Bon, on ne nourrirait pas 9 milliards de personnes en doublant ou en triplant l'agriculture, c'est pas possible, s'il n'y a plus la place. Puis les rendements sont atteints à les limites. Ni non plus en leur donnant à manger des poissons, il n'y en a plus. Et en 2050, si on continue comme ça, il n'y en aura plus du tout. Bon, bref. Comment trouver les matériaux et les réserves de substitution? Alors les matériaux, sur l'économie, sur les énergies carbonées et la ressource carbonée fossile, donc je fais le tour et je cherche des exemples concrets. Alors voilà, j'ai ça à vous montrer. Si vous voulez sortir des énergies carbonées, c'est pas seulement ne plus mettre d'essence dans votre voiture et avoir un moteur à explosion, c'est tous les objets du quotidien. Regardez là, il y a des chaises, il y a des choses comme ça, il y a des bouteilles, c'est stupide, en plastique. Par quoi on remplace le plastique? Il faut être capable de répondre, sinon ça ne sert à rien, c'est des phrases. Ben voilà. Et vous voyez, je vous montre un objet. Le matériau a changé, il répond à notre problème. Alors, on va prendre un exemple concret, mais c'est pas tout, il faut une usine pour faire ça. Là, vous voyez, ça a une forme. C'est des métiers, tout ça, qui existaient dans l'industrie. Et que le dépérissement de l'industrie traditionnelle a fait croire un instant des métiers disparus, relégués, inutiles, pas du tout. Il faut une presse pour faire ça. Enfin bref. Ça veut dire qu'à partir d'un problème qui paraît insurmontable, auquel on trouve la réponse du futur, les algues, d'accord? Là, comme c'est là, on dirait de la corde, ou je ne sais pas quoi, du plastique, là, c'est des algues. Eh bien, on remet en mouvement toute une série de métiers, d'installations, d'emplois, puisque c'est le grand mot d'aujourd'hui. Donc, trouver des matériaux de substitution, trouver de l'énergie de substitution, comprendre que un espace est à découvrir. 70% de la planète, vous vous rendez compte? C'est de l'eau. C'est stimulant pour l'imagination, pour l'inventivité. Il faut des bateaux, il faut en construire. Il faut des navires sous-marins, il faut en construire. Il faut le faire d'une manière qui ne soit pas la sauvagerie du pillage qu'on a vu sur Terre. Et une fois qu'on fait ça, j'espère que je me suis fait bien comprendre, une fois qu'on dit, l'entrée en mer, ça ne sera pas comme d'habitude, comme ce que fait l'humanité sous les capitalistes, on ne va pas laisser faire ce qui est en train de se faire en ce moment. Ils sont déjà entrés en mer pour prendre du pétrole, pour prendre des minéraux, ils ne respectent rien, ils s'en fichent, font des trous. Là, par exemple, ils veulent aller chercher le pétrole, là-bas en bas, comment ça s'appelle? En bas de la pointe de l'Amérique du Sud. C'est des conditions invraisemblables, maritimes. Ouais, ils veulent les creuser là-bas. 3000 mètres de fond. Alors, le moindre incident, tu sais pas comment tu fais pour rattraper la situation, il n'y a qu'à voir comment ils sont sortis dans le golfe du Mexique. Donc on ne peut pas faire ça. Mais là, ils essayent, au large de Port-Cros, il y a des industries pétrolières qui font du lobby pour que dans un sanctuaire Pélagos, il y ait
des recherches en eau profonde, ce qui nous mettra exactement dans la même situation que le golfe du Mexique. C'est exactement la raison pour laquelle moi je m'y oppose. Je ne suis pas d'accord. Je sais bien que même M. Cohn-Bendit a dit qu'il fallait ramasser le gaz et le pétrole qu'il y a à Chypre. Hein. Bonjour le grand écologiste. Mais moi je ne suis pas d'accord. On ne doit pas régler les problèmes en continuant avec des méthodes qui ont fait la preuve de leurs dégâts. Donc il faut faire autrement, c'est ça que j'explique. Donc à mesure qu'on met au point les façons d'entrer en mer d'une manière disciplinée, responsable, organisée, en appliquant la règle verte, on ne prend pas plus que ce que la nature est capable de reconstituer, ben nous changerons nos comportements à terre. Donc la mutation écologique de l'humanité par ces méthodes d'entrée en mer changeront ces méthodes à terre. Hein. De toute façon, il n'y a pas de choix, je vous en informe. Aujourd'hui, vous pouvez dire oui, ben Mélenchon peut toujours dire ça, puis on verra bien. Ben non, on verra rien du tout. Le niveau de la mer monte et de toute façon, vous devrez tout déménager. Alors bon, vous n'avez quand même pas demandé au marché de vous déménager. Il va falloir s'y intéresser et s'impliquer tous. Donc c'est l'obligation qui fera force de loi. Quand on va s'apercevoir qu'on n'a plus de quoi nourrir l'humanité, il faudra trouver des substituts. Quand on va s'apercevoir que personne ne veut plus de centrales nucléaires, mais qu'en même temps les besoins d'énergie progressent, il faudra bien mettre au point d'autres méthodes. Voilà pourquoi la mer est un horizon physique, hein, le plus immense dont nous disposons, mais c'est aussi un horizon intellectuel. Et c'est un horizon politique, c'est ça la nouveauté. Et alors, est-ce que l'urgence environnementale ne vous aide pas à remettre au goût du jour l'urgence sociale que vous évoquez depuis de longues années? Ah ben ça, c'est pas contradictoire les deux. Moi je crois que elles se complètent. Moi je fais la démonstration du fait que, alors bon, il y a ce qu'on connaît tous, les premières victimes du dérèglement climatique quand il y a une catastrophe, c'est les pauvres. Les premières victimes des process de production absurdes et d'utilisation de matériaux pourris, c'est les travailleurs. Moi, j'ai jamais admis cette espèce de mépris qui faisait qu'on disait oui, à l'écologie, il ne faut pas en parler avec les ouvriers parce qu'ils ne sont pas d'accord et ils risquent leur emploi. Je ne suis pas d'accord. Les premiers exposés, ces ouvriers, c'est eux qui manient les matériaux dangereux. Et les ingénieurs, les techniciens, vous les alertez, ils font le travail mieux que personne. Mieux que personne, c'est le meilleur système d'alerte et d'inventivité qui est, c'est les gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire les salariés, les travailleurs. Donc il ne faut pas, j'entends souvent ça, on oppose l'écologie et le social. Ah ben si vous voulez faire propre, alors il ne faut rien faire. Et donc on détruit l'emploi. Mais pas du tout, c'est tout le contraire, mes pauvres amis. C'est qu'on n'a pas assez de bras pour faire tout ce qu'on a à faire. Ça peut vous paraître étrange que je vous dise ça. Mais je vais vous donner des chiffres, comme ça fait sérieux, et puis les gens ils se disent, ah là, il réfléchit au problème. Bon. Moi les chiffres, ça me saoule, mais bon, je vous les donne. Quand vous faites 0,8% de croissance, comme ils disent, ils s'en foutent de savoir ce qu'ils croient, hein. À ce moment-là, vous avez autant d'emplois détruits que d'emplois créés. Pour vraiment créer de l'emploi, il faut être à 1,8. D'accord? De croissance. Et quand vous êtes à 1,8, c'est déjà arrivé dans ce pays, sous Lionel Jospin. On était à 2 et plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Boum! L'activité démarre et catastrophe. Qu'est-ce que vous découvrez? Vous n'avez pas les ouvriers qualifiés. Vous n'avez pas la classe ouvrière pour ça. Vous n'avez pas les installations, etc., etc. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est on va manquer de bras et de cerveau si on entre dans la logique de l'économie de la mer que je propose. Faut y aller? Il vaudrait mieux, vous m'en voulez pas, parce qu'il faut que j'écoute la suite.